Chers et chers collègues, mesdames, messieurs, je suis heureux de vous voir aussi nombreux à ce colloque de rentrée qui, comme vous le savez, est un événement majeur de la vie scientifique de notre établissement. Et ce colloque de rentrée, c'est un programme auquel contribuent à la fois les professeurs du Collège de France, mais aussi des conférencières invités. Et ce colloque traite chaque année d'un thème d'intérêt scientifique dont les enjeux contemporains gagnent à être analysés au prisme des différentes disciplines et des différents champs du savoir. Donc l'année dernière, on avait un colloque qui s'intitulait « Genre et sciences ». Donc les actes viennent de paraître et sont donc disponibles en librairie. Voilà, ça c'était la page pub. Et je passe à aujourd'hui. Le thème de cette année est donc consacré aux formes de l'intelligence, dont l'intelligence artificielle est la dernière manifestation. Cependant, le but de ce colloque n'est pas de faire le catalogue ou l'étalage de tout ce que les citoyens et les sciences attendent ou craignent de l'IA. Ce colloque ne cherchera pas à répliquer les initiatives nombreuses, qu'elles soient publiques ou institutionnelles, que l'IA suscite aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce colloque? Il cherche, au contraire, à rassembler les réflexions autour d'une question centrale. Comment l'évolution et les mutations actuelles de l'IA peuvent-elles se nouer avec la compréhension sur une longue durée de l'idée que l'on se fait des formes de l'intelligence, c'est-à-dire plus précisément des rapports entre apprentissage, connaissance et déduction. Il y a à peu près 2400 ans, le philosophe grec Aristote avançait que l'homme était le seul animal à disposer d'une âme intellective, lui permettant de penser et de se comprendre, alors que les autres espèces se limiteraient à appréhender leur environnement et à se déplacer pour satisfaire leurs besoins. Pour Aristote, l'intelligence est une partie de l'âme par laquelle celle-ci connaît et juge. Mais définir ce que c'est l'intelligence humaine, ce n'est pas si évident. On entendra certainement des propositions. Il y a l'intelligence pratique, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, etc. Faut-il penser l'intelligence au singulier ou au pluriel pour mieux appréhender le concept? Est-ce que l'intelligence est inhérente à l'être humain ou faut-il l'acquérir? Vous connaissez l'histoire biblique du Jardin d'Éden. Là, il s'agit en fait d'une intelligence qui est décrite comme connaissance et qui est d'abord interdite au premier couple humain. Ils ne doivent pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc l'intelligence s'obtient partiellement par un acte de transgression. Selon le récit de la Genèse, la connaissance semblait d'abord réservée au monde divin et inclut d'emblée une dimension éthique, la connaissance du bien et du mal. Pas si évident. Et la divinité semble d'abord interdire ce qui fait le propre des humains. Donc un mythe qui réfléchit sur le fait que la connaissance et l'intelligence procurent aux humains une certaine autonomie et la capacité de s'orienter dans la vie sans dépendre directement du monde divin. Il y a un autre terme pour exprimer l'intelligence en hébreu, c'est le terme bina, qui vient d'une racine indiquant la capacité de distinguer, de différencier. Ce terme est utilisé pour exprimer, comme dans le récit du jardin, l'idée que la vraie intelligence, la vraie sagesse est d'abord inaccessible pour l'être humain. Ainsi, dans un poème qu'on a inséré dans le livre de Job, on trouve l'énoncé suivant: « La sagesse, où peut-on la trouver? Où est le lieu de l'intelligence ?» Et ensuite, la divinité s'adresse à Job, qui l'accuse de gouverner un monde incompréhensible. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, puisque tu as connaissance et intelligence. » Selon l'auteur du livre de Job, c'est la divinité qui remet l'intelligence aux humains, lesquels ne savent cependant pas toujours comment en user. Et ainsi, dans le livre des Proverbes, la sagesse, qui se présente également comme l'intelligence, est personnifiée et appelle ses destinataires à acquérir la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Et je ne résiste pas, dans le contexte politique actuel, de citer ce passage du discours de l'intelligence. «
Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi règnent les rois, les dirigeants ordonnent ce qui est juste, et par moi gouvernent les chefs. Je ne sais pas si c'est un programme qui est toujours appliqué. Donc, cette transcendance de l'intelligence se retrouve également chez Aristote. Elle est formulée différemment par Averroès ou encore dans la théorie du monopsychisme de Leibniz, pour qui l'intellect sera séparé de l'individu et penserait en lui. Cette dialectique entre l'individu et le collectif se poursuivra d'ailleurs jusqu'au XIXe voire XXe siècle. Plusieurs interventions de ce colloque reprendront cette question de la définition du concept de l'intelligence et de son utilisation dans l'expression intelligence artificielle, terme dont certaines d'ailleurs contestent le bien fondé. Peut-on réduire l'intelligence au calcul et argumenter, puisqu'on a inventé des machines, que les ordinateurs ou ChatGPT pensent? Et quels sont les enjeux politiques liés à l'IA? Qui possède les IA génératifs et qui les entraîne? Quels sont les apports ou les dangers de l'IA pour la création, la culture, le droit ou bien d'autres domaines? L'avancée technologique de l'IA a en effet des répercussions politiques, économiques et sociales si puissantes et aussi si imprévisibles qu'elle a amené les collègues du Collège de France à lui consacrer ce colloque de rentrée de cette année, dans une optique, comme je disais déjà, interdisciplinaire qui caractérise ces manifestations. Donc le colloque est organisé en 4 demi-journées consacrées à différentes thématiques. Nous allons commencer par le lien entre l'IA et les sciences. Seront traitées notamment les questions suivantes. Peut-on comparer le cerveau humain aux intelligences artificielles? Quels seront les impacts de l'IA sur les mathématiques et sur la médecine? Quels seront les liens entre les approches philosophiques de la connaissance, la neurophysiologie et la physique statique? La deuxième demi-journée aborde la possibilité de construire une histoire de l'intelligence. Mais s'agit-il d'une intelligence, d'une histoire plutôt artificielle, et comment décrire et étudier les formes de l'intelligence? Cette partie du colloque ouvrait un entendu chronologique qui va nous amener du miracle grec jusqu'au XXe siècle, en passant par Averroès, Descartes et quelques autres. La troisième demi-journée s'intéressera à l'intelligence entre formalisme et création. Qu'est-ce que l'IA? Un mirage, un faux raccord. On approchera l'IA comme une technologie intellectuelle. On s'intéressera au lien entre l'IA et la linguistique. On réfléchira sur le rôle croissant de l'apprentissage machine dans la création musicale contemporaine, à la croisée de l'intuition artistique et de la formalisation mathématique. La quatrième et dernière demi-journée traitera des opportunités économiques, des enjeux juridiques et des défis sociétaux de l'IA. Une grande partie de l'intelligence humaine est d'origine sociale et culturelle. Comment alors articuler notre intelligence avec l'IA dans les domaines de la culture, de l'éthique, du droit et de l'économie? Voilà, vous constatez, ce colloque est très riche. Je vous dis, c'est une question, mais qui se décline dans un nombre important de thèmes et de sous-questions. Je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque, les professeurs Philippe Aguillon, Nalini Antaraman, Patrick Boucheron, Xavier Leroy et Stéphane Mala. Un grand merci également à toutes les intervenantes et tous les intervenants qui ont accepté de nous faire part de leurs idées et de leurs recherches. Soyez le bienvenu ici. Un grand merci à vous, toutes et tous, qui êtes venus ce matin. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un colloque stimulant et je vous précise que ce discours n'a pas été généré par l'IA. Bon colloque.